Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Éric Woerth. Merci beaucoup d'être présent sur notre plateau et bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes député de l'Oise, toujours les Républicains ? Oui, oui, bien sûr. Toujours les Républicains. Président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Vous avez 62 ans. Vous êtes né à Creil, donc dans une région qui n'est pas franchement rurale. Et pourtant, l'agriculture, ça vous parle ? Oui, moi je suis né à Creil, qui est une ville plutôt industrielle. Mes parents n'ont jamais travaillé dans l'agriculture, ni ma famille, mais j'ai toujours eu beaucoup d'attention pour les milieux agricoles. Je viens au salon tous les ans depuis bien longtemps. Mon suppléant d'ailleurs a été président du salon de l'agriculture Monsieur Patria. Christian Patria, voilà, que j'aimais beaucoup, énormément, et qui est décédé brutalement il y a quelques années. Il m'a remplacé d'ailleurs à l'Assemblée pendant que j'étais au gouvernement. Donc j'ai une pensée pour lui d'ailleurs aujourd'hui. Et puis j'ai été maire de Chantilly pendant longtemps. Et à Chantilly, c'est un milieu agricole un peu particulier, mais c'est le cheval de course. Et donc c'est une profession considérée comme une profession agricole. Et je veille aussi sur la bonne organisation, en tout cas sur le plan public, la bonne organisation de cette filière qui est très pourvoyeuse en emploi. Alors, vous avez parlé de l'époque où vous étiez au gouvernement. Parlons-en justement, parce que c'est un sujet un peu d'actualité. On reviendra à l'agriculture après. Il y a l'affaire Darmanin. Vous avez été, à un moment donné, vous avez dû quitter le gouvernement. Vous avez été blanchi de tout. Personne n'en a parlé ou presque. C'est compliqué quand même, ce lynchage médiatique qu'il peut y avoir aujourd'hui, non ? Bon, on s'éloigne du salon de l'agriculture, mais c'est évidemment compliqué. Vous pouvez être évidemment accusé. Et la justice est là pour faire la part des choses. J'ai pas de problème là-dessus, mais quand il y a à la fois l'emballement médiatique qui va évidemment beaucoup plus vite que la justice et qui vous déclare coupable avant même que vous ayez prononcé la moindre parole, c'est évidemment difficile à supporter. Ça peut durer très très longtemps sur des bases qui sont systématiquement à charge et jamais à décharge. Il n'y a jamais d'équilibre. Donc ça peut arriver à tout le monde. Quand vous êtes politique, vous êtes exposé, donc ça peut arriver absolument à tout le monde. Et en ce moment, ça arrive beaucoup. C'est-à-dire n'importe qui peut porter plainte contre vous. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, hein. De temps en temps, la personne peut avoir elle-même raison. Donc on ne sait pas qui est victime. Mais parfois, la victime, c'est la personne contre laquelle il a été porté plainte. C'est un moment de solitude qui doit durer longtemps, mais on en revient puisque vous revenez en politique. Enfin, vous êtes une des preuves comme quoi, après, on est quand même capable de revenir au premier plan. Oui, il y a des cycles comme dans le domaine agricole. Il y a des bonnes et des mauvaises années. Mais c'est vrai pour tout le monde. Revenons à l'agriculture. Qu'est-ce qui ne va pas en agriculture ? C'est compliqué de répondre, vous le savez très très bien, à cette question. D'abord, il y a plein de choses qui vont bien. L'agriculture française, elle est pleine de produits de qualité exceptionnelle. Des agriculteurs aussi, je les rencontre dans le département, dans ma circonscription, dans le département de l'Oise, très très souvent. Et en même temps, c'est une profession qui est mal payée par rapport aux heures qu'elle fait. Ça dépend des filières. Ça dépend aussi probablement de la compétitivité de cette agriculture française par rapport à d'autres agricultures qui subissent moins de contraintes, moins de normes, moins de toute nature, moins de coûts du travail, avec également probablement une capacité à produire de moindre qualité et qui se vend moins cher. Et aujourd'hui, le consommateur, à la fois, il veut dans son assiette quelque chose de bien, de bon, mais aussi de sain, ce qui est naturel, et ça ne changera pas, semble-t-il. Mais il ne faut pas que ça coûte cher. Et pourtant, ça coûte cher parce qu'il faut le produire dans des conditions très difficiles. Il faut après pouvoir le transformer, il faut après pouvoir le distribuer. Et ça, personne n'a au fond expliqué au consommateur qu'à un moment donné, il devrait réserver une part un peu plus importante de son revenu mensuel pour se nourrir. Et c'est un sujet complexe. On a l'impression qu'aujourd'hui, la nourriture, ça vaut plus rien, alors qu'au contraire, il faut juste que nos producteurs aient les moyens de continuer à produire. Alors on le voit, hein, parce que les enjeux ils sont larges. C'est des enjeux fiscaux, c'est des enjeux de surnormalisation, c'est des enjeux de politique agricole commune, avec un vrai risque que la politique agricole commune soit le parent pauvre des prochains accords budgétaires et financiers pluriannuels de l'Europe. Bon, il faut se battre, et l'agriculture française, elle a perdu des parts de marché, alors qu'elle devrait au contraire en conquérir. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est la faute à Emmanuel Macron, c'est la faute à François Hollande, mais vous avez été aux manettes, la droite, durant des années, et l'agriculture continue à décliner. Mais même à l'époque Chirac, donc on voit bien que l'agriculture, elle est sur une corde raide. Pourquoi ? Parce que
La France est de plus en plus normalisée. Il y a de plus en plus de normes. Lorsque on produit des normes pour empêcher les produits phytosanitaires, en réalité, on en produit plus qu'en Europe. Donc ça veut dire qu'on demande aux agriculteurs français de respecter ce que leurs collègues européens ne respectent pas assez ou suffisamment et que leurs collègues alors mondiaux ne respectent pas du tout. Donc c'est bien, mais juste, c'est pas possible parce que le risque, c'est de voir l'agriculture française de plus en plus s'affaiblir. Donc c'est vrai que tous les gouvernements ont produit sous la pression populaire d'ailleurs, la pression de l'opinion publique. Parce qu'on veut tout, on veut à la fois de l'environnement de qualité, mais on voudrait pouvoir produire autrement. Tout ne peut pas être bio. Et très sincèrement, l'agriculture française, même lorsqu'elle n'est pas bio, elle vaut bien mieux que l'agriculture bio d'autres pays. Il faut juste mettre ça dans la tête aux consommateurs. Donc ça nécessite de la raison et ça nécessite surtout de l'harmonisation européenne. On ne peut pas, en réalité, négocier des traités internationaux comme le Mercosur pour prendre les traités qui sont à l'ordre du jour ou le CETA avec les Canadiens, mais avoir des règles de production qui soient différentes selon les pays européens. Emmanuel Macron a fait 12 heures au salon de l'agriculture pour dépasser Hollande qui en avait fait 10 heures, pour dépasser Sarkozy. Vous avez un drôle de rapport, les politiciens, avec l'agriculture? Non, moi j'ai aucun rapport curieux avec l'agriculture. Je viens au salon depuis bien longtemps et avant qu'il y ait des caméras qui nous suivent, ce n'est pas pour moi un instrument de communication. C'est juste un salon professionnel. Ce n'est pas qu'un salon familial où c'est très... Mais ça reste très agréable à visiter, mais c'est surtout un salon professionnel. Et c'est facile de rencontrer les milieux agricoles. Ici, vous voyez, j'irai à la FNSEA après, j'ai passé 1 heure avec les JA, les jeunes agriculteurs, et je vais aller voir chaque profession. Pour parler de quoi? Pour parler des textes qui vont venir. Pour parler de la fiscalité agricole, par exemple, dont la Commission des finances aura à connaître, mais aussi pour mieux connaître les choses. L'année dernière, je crois que Xavier Belin venait de décéder, il venait de décéder. Il venait juste de décéder. Et donc, il venait tout juste de décéder, juste avant le salon. Le salon était sous l'émotion. On a déjeuné sur le stand qui est là-bas, sur le stand de la FNSEA. C'était une ambiance très particulière. Voilà, l'agriculture, c'est au-delà même de son poids dans le PIB ou du nombre de personnes qui sont des producteurs, elle influe considérablement sur la culture au sens plus large du terme française. C'est aussi l'équilibre entre milieu urbain et milieu rural. On voit bien aujourd'hui, on parle beaucoup de ruralité et d'urbanité. Moi, je pense que c'est grosso modo la même chose, que ce sont les mêmes Français avec des habitudes de vie certes un peu différentes, mais enfin qui se retrouvent très largement. Il faut avoir tout cela en tête. Et l'agriculture, c'est à la fois l'agriculture des villes et l'agriculture des champs. D'une certaine façon, elle appartient à tous les Français. Alors, on va aborder quelques sujets un peu techniques. La loi sur l'alimentation, elle va passer donc devant l'Assemblée. Pour l'instant, on ne la connaît pas vraiment, mais on a eu quand même les états généraux de l'alimentation. Le fait de bâtir justement à partir de cette notion de juste prix qui rémunère l'agriculteur, ça vous semble plutôt positif et vous avez des chances de la voter? Alors on court après ça depuis longtemps. À l'époque de Nicolas Sarkozy, je me souviens de la création de l'Observatoire des marges à Bercy, avec une méthode technique, je pense, rodée, pour essayer de bien regarder où se situait dans la chaîne de valeur, où se situait non pas la valeur produite, mais où se situait la marge. Je note que les débats sont sans fin, sont quasiment perpétuels, permanents sur le sujet. Je comprends que c'est quand même l'agriculteur qui est le moins bien payé dans l'ensemble de la chaîne de valeur et que souvent d'ailleurs il est à perte puisque ses revenus sont extraordinairement faibles, voire quasiment inexistants. Et ça, il faut essayer d'y mettre fin. Donc peut-être qu'au 3e coup d'essai, ça marchera. Moi, je pense que c'était bien. Ou pas, j'en sais rien. Mais vous savez, il ne faut pas être à marge constante, enfin, il ne faut pas être à coût constant. Dans ce cas-là, il faut accepter que le coût soit plus X. Et que donc le consommateur, à un moment donné, dans cette longue chaîne de valeur, il prenne sa part et qu'il accepte de payer plus cher du poisson lorsqu'il est français, de la viande lorsqu'elle est française, ou qu'il consomme des céréales sous toute nature ou des légumes lorsqu'ils sont français. On l'accepte pour le vin. Le vin aujourd'hui souvent est plus cher que le vin venu d'autres pays étrangers. Et pourtant, je pense que le vin français est souvent meilleur. On l'accepte pour la bière.
La bière, il s'en produit partout. Il s'en produit absolument partout. J'ai rarement vu autant de micro-brasseries. Moi, j'ai un appartement à Chamonix, j'aime beaucoup la montagne. Et en dessous de ma rue, il y a une micro-brasserie depuis des années. Et dans ma circonscription, sur les 3 ou 4 dernières années passées, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 micro-brasseries qui se sont créées avec la volonté pour les consommateurs d'aller consommer des produits qui sont fabriqués à côté de chez eux et donc dans lesquels ils ont confiance. La transition est toute faite. On accueille Maxime Costille, délégué général de l'Association Brasseurs de France. Merci pour cette transition qui vient nous rejoindre. D'ailleurs, vous êtes un alpiniste chevronné. Vous avez descendu en rappel Bercy ? Oui, alors ça, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, hein, de descendre bon la façade de Bercy en rappel, sauf que ça n'avait jamais été fait, sauf par les pompiers, donc c'était sympa. Mais j'aime beaucoup la montagne et la haute montagne, et donc l'agriculture de montagne aussi, qui est un sujet en tant que tel. Alors, ça vous parle, je pense, l'analogie, l'image d'Emmanuel Macron. Vous êtes un premier de cordée, vous ? Moi, je suis premier de cordée ou deuxième de cordée. Je pense qu'Emmanuel Macron, il ne sait pas très bien ce que c'est qu'une cordée en termes montagnards. Expliquez-moi le principe. D'abord, je pense que la cordée est une très belle image pour la politique, comme pour la vie d'ailleurs, parce que vous avez une corde qui vous relie. C'est assez rare les moments où, au fond, vous partagez un risque vital qui est celui de sauver l'autre ou s'il tombe. Au fond, c'est assez magnifique. Et puis le deuxième point, c'est que souvent le premier devient deuxième et le deuxième devient premier selon les cycles d'alpinisme dans lesquels vous êtes. Et puis enfin, dans un pays, on ne doit pas uniquement se dire qu'il faut construire ce pays pour les premiers de cordée qui arriveront bien à tirer les autres. Non, c'est tous les Français qui doivent être embarqués dans le 21e siècle. Quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu sociologique, leur milieu professionnel, leur origine. Moi, je crois que c'est tous les Français qui sont utiles à un moment donné pour leur pays. Maxime Costille, vous êtes venu avec des bières. Merci déjà. On va pouvoir en profiter. On ne vous entend pas bien sur le micro. Maxime Costille, alors vous êtes venu avec différents types de bières. On va échanger les micros quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos bières ? Alors, on a amené 3 bières aujourd'hui parce que, comme l'a dit Monsieur le Ministre, la brasserie française est en pleine explosion. On a une brasserie qui s'ouvre tous les 3 jours dans ce pays et on a plus de 1200 brasseries à l'heure où on se parle. Donc on a besoin, et c'est les brasseurs qui ont fait cette réflexion, d'accompagner le consommateur, de leur proposer et de leur permettre d'identifier ce qu'est la bière française dans les rayons. Donc on a lancé ce label, cette marque collective qui est Profession Brasseur. Monsieur le Ministre, si vous voulez le mettre, les brasseurs en seront heureux. Et donc là, vous avez les 3 premières bières qui ont été auditées par Certipac, organisme indépendant de contrôle bien connu dans les marques de qualité. Et je vous propose d'en déguster. Donc il y a 3 types de bières aujourd'hui. Allez-y, la faites première, le service. C'est une bière de Moselle, donc assez loin de l'Oise, j'en suis désolé. Il faut l'admettre, ouais. Voilà, c'est un tout petit brasseur, ce qu'on appelle le micro-brasseur, qui a ouvert il y a à peine quelques années. Ça, c'est la grenouille assoiffée, voilà, qui est une jolie petite bière blonde. Ensuite, vous avez une autre bière qui est une bière historique française. La Jeanlin. Voilà, la Jeanlin, que vous connaissez. Ah mais très bien, j'en ai bu des... Alors, en fait, c'est une bière qui est connue, mais qui n'est pas assez connue. Que vous connaissez, Monsieur le Ministre ? Oui, bien sûr. C'est une bière moins bu que notre ami. Mais... Ah bon, ben voilà. C'est ce qu'on appelle une bière de garde. Ça n'est pas assez reconnu encore en France. On espère, dans les prochaines années, en faire un AOC. Mais c'est un travail important qui n'a pas été lancé encore. C'est une institution, ça date de 1922. Et la dernière, c'est la Choulette Blonde, c'est une bière classique des Hauts-de-France aussi, qui date de 1878. Ce sont des belles maisons et on travaille pour reconnaître le talent et le savoir-faire des brasseurs et je vais vous les faire goûter si vous le voulez bien. Volontiers. Racontez-moi, pendant que monsieur fait le service, racontez-moi un peu une histoire de bière. Une histoire de bière. Oui, un lien entre vous et la bière. J'aime beaucoup la bière parce que j'ai une origine alsacienne. Ah, voilà. Wörth, c'est un nom alsacien. J'aime beaucoup l'Alsace. Je suis d'ailleurs assez culturellement rattaché à l'Alsace. Et l'Alsace, c'est évidemment du vin, mais c'est aussi et beaucoup de la bière. Et ça va très bien avec les plats alsaciennes et traditions alsaciennes. Donc j'aime beaucoup la bière. La relation des politiques ou des députés avec le vin, l'alcool en général. Bon, Emmanuel Macron a dit on va pas renforcer la loi et vin, il n'en est pas question. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu plus côté politicien
transparent sur le fait que voilà, le vin, la bière, tout ça, c'est des produits du patrimoine français et qu'il convient de ne pas trop le... C'est parce qu'on mélange tout, c'est parce qu'on mélange le volume de consommation et la beauté du produit. Voilà. Si, et les cas à problème. Si vous mangez 3 kilos de gâteau tous les jours, ça va vous poser un problème. Mais c'est vrai pour tout, c'est l'excès qui doit être combattu comme en tout. Allez-y. Pardon. Totalement dans cette ligne, c'est-à-dire qu'on est conscient à la fois des risques du produit, de la consommation excessive, et il faut bien différencier la consommation et l'abus. Après, on est des filières responsables, le vin, les spiritueux français et la bière française. On est des produits de tradition et on sait dire aux Français dans les moments de risque qu'il ne faut pas consommer d'alcool ou qu'il faut en consommer de manière modérée. Les problèmes sont souvent les nouveaux produits. C'est des produits qui allient à la fois du soda et de l'alcool, qui entraînent vers l'alcool de façon probablement assez addictive. C'est très différent. Et puis les produits qui s'adressent directement aux jeunes pour les amener à consommer de plus en plus, dans aucun cadre. Ça, c'est évidemment très inquiétant. Enfin, les sodas remplis de sucre qui font les obèses qu'on voit dans d'autres pays que le nôtre, c'est quelque chose aussi d'assez complexe. On parle beaucoup de la grande distribution. On avait une personne de chez Lidl là, hier ou avant-hier. La brasserie, c'est un secteur qui est ultra concentré, même si aujourd'hui, ça s'atomise. Alors, c'est plus vraiment le cas, en réalité. Aujourd'hui, 1200 brasseurs. Même si, en effet, vous avez 7 brasseurs qui font quasiment 95% de la production, mais qui sont des belles maisons, des maisons historiques, voilà. Mais c'est concentré. Mais en 1980, il restait 15 brasseries. Donc on est dans une phase d'expansion. On a un nombre de brasseurs qui se crée tous les jours qui est formidable. Donc en effet, on progresse et on est de moins en moins concentré. Et pourquoi il y a la place pour des petits brasseurs aujourd'hui? C'est le marché qui tracte? C'est le fait que les gens redécouvrent la bière de façon différente et ont envie d'en produire? C'est l'agriculture urbaine? Alors il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est en effet que très longtemps, les Français santé, c'est important. Les Français se sont dit qu'il y avait la bière française, c'était une bière blonde à 5 degrés amère. Et il y avait ceux qui aimaient, il y avait ceux qui n'aimaient pas. Depuis une dizaine d'années, on a beaucoup de brasseurs qui se créent et qui proposent des produits différents. On a les brasseurs historiques qui aussi repensent un peu ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient oublié de faire. Et on a maintenant plus de 4000 marques et plus de 10 000 références en brasserie française. Donc on est le 3e pays européen en nombre de brasseurs. On n'a pas honte, il n'y a quand même que 250 brasseurs en Belgique. Il faut se rendre compte que la France est devant. Donc il faut en être fier. Et donc maintenant, les Français commencent à redécouvrir le produit. On le voit chaque jour. On a un magnifique stand dans le hall 2 où on voit tous les jours depuis samedi les Français qui découvrent avec quels produits sont faits la bière, les 4 éléments indispensables, et ils ne le connaissent pas aujourd'hui. Le rendez-vous de tous les politiciens. Je pense que tous les ministres, tous les députés passent au moins dans le stand des brasseurs. Parce qu'ils ont soif. Voilà, et puis je sais pas, c'est vrai que le stand est très beau. C'est leur savoir-faire, ça, ici au Et Monsieur salon. Vert doit venir tout à l'heure. Bon, voilà, vous voyez. On a été tourné en Inde. En Inde, on voit le marché de la bière qui explose. Au niveau mondial, est-ce qu'on est présent vraiment la France? Non, aujourd'hui, on peut pas dire ça. Pour la raison simple, aujourd'hui, on a 30% d'export, de la production nationale qui est exportée, mais c'est représenté par deux ou trois brasseurs importants. Et on essaye maintenant de lancer tous ces petits brasseurs que vous voyez là, qui sont des formidables TPE-PME, historiques, de 1640 il y a quelques années seulement. Et on essaye de les porter à l'export. Ce label Profession Brasseur va permettre de les porter à l'export aussi. Et ce savoir-faire-là, on y croit, on va conquérir. Le premier marché aujourd'hui de conquête pour la France, c'est l'Espagne. C'est le premier pays d'export. Ensuite, le Royaume-Uni. On a reçu Michel Barnier hier pour parler de ces sujets parce que c'est un sujet d'inquiétude. Mais il y a de la place pour la bière française dans le monde et aussi pour la bière française en France. Une brasserie se crée tous les 3 jours, je crois, en France. C'est un rythme très, très important. Si on écoute l'émission et qu'on veut lancer une brasserie, il faut être quoi agriculteur, industriel? Il faut être ce qu'on veut. Il faut juste faire une formation aujourd'hui. Une formation qui existe. On a 4 centres de formation à Nancy, à Douai, à La Rochelle et à Poligny dans le Jura. Et ensuite, il faut travailler sérieusement. Il faut faire des bons produits. Puis nous, on conseille d'être passionné aussi parce que c'est un métier difficile. Faire un brassin, c'est quand même une journée de 12 heures. C'est un beau métier, c'est un métier qui fonctionne et il faut le faire avec passion. J'ai rencontré beaucoup de jeunes brasseurs qui créent des brasseries. C'est d'abord beaucoup d'investissement au départ, beaucoup d'investissement. 100 000, 200 000, 1 million? Aujourd'hui, on peut commencer à 75 000 euros, à peu près 75 000 euros, mais ça reste un gros investissement. Ça reste beaucoup d'argent. Ça reste beaucoup d'argent. Et puis c'est du temps.
énormément pour de trouver la bonne formule, pour amener une particularité à sa bière, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais après, il faut la mettre en bouteille, il faut aller la vendre, il faut marketer son produit. C'est un sacré travail. Hein. Monsieur le ministre est prêt. Je le sens parce que non mais c'est vrai, il y a tous les arrêtez la politique, mais, non, mais tous les conseils sont là. Aujourd'hui, on considère qu'on en vit quand on vend, quand on peut produire plus de 3000 litres par an. On peut se verser un salaire, mais ça a plusieurs conditions. Il faut la faire soi-même, il faut aller la vendre soi-même, et il faut trouver les moyens de la commercialiser, de la marketer. Il faut l'identifier, donc c'est un vrai travail polyvalent. Il faut avoir de salariés. Est-ce que la marque Les Républicains est prise ou pas? En bière, on l'a pas encore. Voilà, vous créez une bière, Les C'est Républicains. un produit très consommable, et à mon avis, qui va s'améliorer. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis ici en direct du Salon de l'Agriculture. Très bonne journée.